Bonsoir Monsieur Gauthier, merci pour votre intervention. Alors ma première question portera sur l'exportation d'armement qui a été un moment envisagé par la France, notamment cette exportation d'armement dit léger, composé de gilets pare-balles, mais aussi de missiles anti-chars à l'Ukraine. Alors est-ce que cela est suffisant ou est-ce que cela répond tout à fait au modèle dit de schéma opératif dit de guérilla urbaine utilisé par les Ukrainiens, notamment dans les grandes villes et sur les axes principaux? Je pense que d'abord que c'était important de livrer des armes aux Ukrainiens, à la fois en signe de solidarité dans l'épreuve qu'ils subissent. Et je pense qu'on peut saluer leur résistance admirable et puis pour concrètement les aider sur le terrain. C'est évident que le type d'armes, que ce soit des missiles air-sol ou que ce soit des munitions contre les chars, sont évidemment très utiles, des matériels de protection aussi. Voilà, donc il y a un effort qui a été fait, un peu désordonné d'ailleurs par tous les pays européens qui ont livré dans la précipitation un certain nombre d'armements. C'est une bonne chose. Après, on voit bien aussi la difficulté, c'est-à-dire qu'il y a certains équipements qu'il est beaucoup plus difficile de livrer. Bon, j'évoquais durant la conférence la problématique des MiG-29, je ne vais pas y revenir, mais on voit bien que les difficultés qui ont encadré à la fois cette annonce et puis finalement ce qui est une non-livraison nous amènent à voir aussi quelles sont les limites de l'intervention, de son soutien. En tout cas, l'Europe a dégagé dans les facilités de paix 450 millions d'euros, ce qui était inconnu dans le passé, inédit. Et ils viennent, à la suite du sommet de Versailles, de mobiliser encore davantage des crédits pour soutenir la résistance ukrainienne. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Gauthier, dans votre dernier article pour Le Grand Continent, vous dites, et je cite, « L'OTAN peut s'agrandir une nouvelle fois. Néanmoins, forcée de rester l'arme au pied face à l'interventionnisme russe en Ukraine, elle ne sortira pas nécessairement grandie. » Vous dites aussi que les forces européennes à disposition de l'OTAN et de l'Union européenne sont les mêmes. Alors que l'organisation à bout de souffle à l'aube de l'année 2022 est renforcée dans sa raison d'être, elle reste passive tant qu'un État membre n'est attaqué. Dans ces conditions, est-ce une nouvelle brèche dans laquelle l'Union européenne pourrait s'engouffrer pour créer une véritable union de défense indépendante et autonome, une alliance qui pourrait éventuellement substituer sur le temps long l'OTAN lorsque nous aurons développé les capacités nécessaires? On constate l'émergence d'une nouvelle gouvernance européenne en développement. Comment voyez-vous le développement futur de cette gouvernance? Je vous remercie. Mais je n'oppose pas comme vous l'OTAN et l'Union européenne. C'est pour ça que j'insiste dans cet article pour dire, au fond, les contributions des Européens à leur défense collective, que ce soit dans l'Union européenne ou que ce soit dans l'OTAN, ce sont les mêmes. Quand on veut faire des générations de force pour une opération, ce sont évidemment les mêmes unités et les mêmes matériels qui sont utilisés. Et au contraire, j'insiste sur le fait que les Européens doivent d'abord veiller à la cohérence d'ensemble de leurs appareils de défense pour contribuer à la défense collective de l'Alliance. Donc ça, c'est le premier point. Mais en même temps, j'observe, et cette guerre le montre, que l'OTAN, mais d'autres avant, où on a constaté que l'OTAN, pour des raisons politiques, était empêchée d'intervenir, ou même que son intervention aurait été contre-productive par rapport à des solutions diplomatiques ou des choix de politique extérieure. On voit bien qu'aujourd'hui, non seulement l'intervention de l'OTAN est impossible parce que ce serait interprété par la Russie comme un acte hostile contre elle, mais en plus de ça, parce qu'elle est aussi vue de la Russie comme partie au problème. Son extension est un des motifs allégués de cette guerre. Et donc je dis, oui, l'OTAN de plus en plus va se concentrer sur sa mission principale historique, qui est la mission de l'Alliance de défense collective de ses membres, mais il y a toute une série d'autres choses que doit pouvoir être en mesure de faire l'Union européenne. Assurer sa sécurité, celle de ses ressortissants, la protection de ses infrastructures critiques, la sécurité de ses réseaux de communication, Internet, mais aussi, parce qu'il y a des risques dans son étranger proche, être capable de stabiliser par des opérations militaires cet environnement s'il le faut. Et je pense que si l'ensemble des pays autour de l'Union européenne avaient ce sentiment que l'Union européenne peut intervenir de façon préventive en stabilisation de crise, eh bien, ce serait un élément de stabilisation en soi rassurant.